Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Décédé la semaine dernière, et des suites d'un malaise en plein Conseil des ministres, la Côte d'Ivoire rend les derniers hommages au Premier ministre Amadou Goï Coulibaly. Son père le président Alassane Ouattara ne s'est pas soustrait aux hommages ce mercredi 15 juillet. À 3 mois seulement des élections présidentielles, le décès brutal de l'ancien Premier ministre laisse la Côte d'Ivoire sous le choc. Le président Banda Kani est revenu sur le parcours de l'homme malgré ses divergences avec lui sur la scène politique ivoirienne. Écoutons maintenant le président Banda Kani sur le décès d'Amadou Goï Coulibaly. Écoutons. Alors vous, président, évidemment, et cher ami, vous êtes également là ce soir, mais juste un mot sur ce cas de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, faire un pas en arrière et revenir candidat, ce serait complètement se décrédibiliser? Permettez-moi d'abord de retourner mes amitiés à Luc Michel, qui nous a salué avec beaucoup de galanterie et de gentlemania. Afrique Média, c'est aussi une plateforme de gentlemen. Bien sûr. Donc, un gentleman en cache d'autres. Ouais. Je voudrais saluer Luc Michel et lui dire merci. Ce qu'il pense de nous, c'est ce que nous pensons de lui. En un mot, je voudrais m'incliner devant la mémoire du Premier ministre Ngoï Coulibaly. Ouais. Quelles que soient les divergences, la distance qui nous séparait politiquement, et Dieu seul sait qu'elle est très grande, je suis peiné. Parce qu'un frère est tombé, un fils d'Afrique est tombé, qui avait ses conceptions à lui, qui avait sa manière de concevoir la politique à lui, qui avait sa façon de voir l'avenir de l'Afrique. Alors la mienne s'arrête là où commence la sienne. Maintenant qu'il est tombé, nous rappelant que c'est le chemin à tous, je voudrais saluer l'homme qu'il a été. Je voudrais saluer le père de famille qu'il a été. Comme on dit chez nous, que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Tout à l'heure, je vous ai dit que je ne voulais pas parler de la Côte d'Ivoire parce que je voulais respecter sa mémoire. On a dit 8 jours de deuil, je crois. N'est-ce pas? Si j'ai bien suivi, à Abidjan là-bas, je voudrais que ça passe avant que de me prononcer. Mais on comprendra, n'est-ce pas, que la vie est comme ça. Souvent, la meilleure façon d'honorer quelqu'un qui est parti, c'est de parler de son œuvre. Ouais. Même si on va en parler de façon contradictoire. Vous me demandez si le président Ouattara perdrait de la crédibilité. Ben, j'ai l'impression qu'on ne parle pas du même personnage, du moins tel que moi je le vois. Le président Ouattara aurait-il encore une crédibilité à défendre? Qui peut le plus, peut le moins. En matière de pays, personne n'a fait comme le président Ouattara depuis 50 ans en Afrique. Et vous croyez que c'est le moins là qui va le dépasser? Monsieur Bungu, si vous vous souvenez bien, j'ai fait des missions ici avec vous lorsqu'on nous a présenté ce dauphin. Vous vous souvenez très bien ce que j'avais dit à l'époque. J'étais fait un plateau ici avec vous. Je vous avais dit que j'étais très prudent. J'étais très prudent. Vous étiez très réservé. Réservé simplement parce que je revisitais le parcours du président Ouattara. La manière dont il a accédé au pouvoir et la manière dont il gère et conserve son pouvoir. Un homme qui a une telle conception de la politique, de l'avenir du continent et des relations entre le continent et ce que vous appelez partenaires étrangers, est capable de tout. Tout à l'heure, Saint Diamant a dit une chose très importante, d'une pertinence aiguë en politique. C'est-à-dire, je comprends, M. Diamant c'est quelqu'un d'extrêmement poli et de circonspect qui dit qu'il ne peut pas soupçonner le président Ouattara d'avoir utilisé son premier ministre comme étant un fusée égaré. J'ai aimé la formule. Ça a un sens. Il faut dire qu'il a raison. Mais parce qu'il a raison, il comprendra aussi que je dise que on gère les carnets de santé. On gère les carnets de santé en politique. Mitterrand a géré son carnet de santé, n'est-ce pas, de manière politique, pendant 14 années. N'est-ce pas? Il a géré ça politiquement. Donc, on gère les carnets de santé. Je pose seulement la question, est-ce que la santé du Premier ministre n'était pas gérable? C'est-à-dire que, est-ce qu'il ne savait pas que ça pouvait tenir d'ici à ici? Je pose seulement des questions. Hein? C'est ça. Je dis respect. Là, maintenant, on est en deuil. Là. Ouais. Donc, est-ce qu'on ne savait pas que, bon, il peut tenir comme ça? Est-ce que le carnet de santé ne disait pas qu'à tel rythme, c'est bon, mais si on va au-delà, ce n'est plus bon? Est-ce qu'ayant ces informations, n'est-ce pas, on n'a pas géré ça?
On n'a pas instrumentalisé de l'information justement dans la perspective de manipuler, n'est-ce pas? Non seulement manipuler dans le sens de troubler l'eau politique ivoirien et mieux pêcher en de troubles. Hein? Par exemple, la situation du ministre, de celui qui a assuré l'intérim du Premier ministre en son absence, le ministre Bakayoko. Je vous pose toute la question qu'aujourd'hui, est-ce que le président était-il au courant ou pas? Et je peux me tromper, hein? Est-ce qu'à un tel niveau, on n'est pas au courant que son ministre est l'un des plus grands trafiquants de drogue du monde? Je dis bien entre guillemets parce que vous allez me l'appeler tout à l'heure, le principe de la présomption d'innocence. Voilà. Mais je dis quand même à ce niveau-là, est-ce que le président ne savait pas? Bon, et s'il savait alors, je suppose toujours simplement, et s'il savait, tout ça n'a-t-il pas été géré politiquement? Cette information de haut niveau n'ont-elles pas été inscrites dans une dimension stratégique qui permet, comme je dis, de troubler le marigot, toujours être celui qui en dernière instance peut décider, y compris en jetant du vent aux partenaires extérieurs pour rester seul maître du jeu. Je pose seulement les questions. Mais après le deuil, n'est-ce pas, de notre aîné qui est parti, on reviendra dessus avec certainement plus de sérénité. Merci donc à vous, Président Balakani. Des questionnements lourds de sens, vous l'avez donc compris, chers téléspectateurs. Vous êtes sur Universal News TV. Voilà, Cameroun, crise anglophone, donc les sécessionnistes posent leurs conditions pour participer à un éventuel dialogue avec le gouvernement central de Yaoundé. Fomon Gota, vous, depuis Yaoundé, j'espère que, je crois que vous avez dû vous dire mieux vaut tard que jamais lorsque vous avez donc entendu cette annonce du Premier ministre qui, en tournée dans le nord-ouest et le sud-ouest, a donc fait cette annonce-là en disant que le président Paul Biya a demandé de vous dire que, hormis la séparation et la sécession, on peut discuter de tout. Mais lorsque vous voyez les conditions, les préalables qui ont été donc posés par les sécessionnistes, à savoir donc entre autres un cessez-le-feu immédiat, la libération de tous les prisonniers de guerre, l'amnistie générale pour tous les combattants, leurs sponsors et leurs sympathisants, est-ce que vous vous dites finalement à la place du mieux vaut tard que jamais, et est-ce que c'est une occasion plutôt ratée, en tout cas une occasion que les sécessionnistes ont manqué de prendre? J'ai des analyses parfois qui sont d'abord historiques avant d'être politiques. Pourquoi? Parce que quand nous parlons du Cameroun, il faudrait toujours qu'on entre en profondeur dans notre nation, parce que nous sommes dans un pays qui a une histoire, mais que certains veulent réduire dans la pensée occidentale. Moi, je crois que le Cameroun, qui a été découvert en 1472 par les Portugais, ces mêmes Portugais n'ont jamais revendiqué un droit au Cameroun. Ces mêmes Allemands qui nous ont eu la première tutelle au Cameroun entre les Germano-Sawa n'ont revendiqué rien. On ne peut pas nous instituer les gens qui sont arrivés au Cameroun en 1916, c'est-à-dire les Français et les Anglais, pas la conquête. C'est comme ça qu'ils sont entrés au Cameroun. Et lorsqu'ils ont fait leur conquête, ils se sont accaparés de notre terre. Ils se sont divisés la terre avant que la Société des Nations leur donne le pouvoir en 1921. Et qui a été reconduit par l'ONU en 1946. Nous ne sommes pas anglophones ni francophones. Je crois que le gouvernement de Yaoundé, par la vieillesse de la pensée, ne comprend pas les enjeux d'une nation. Lorsque les pères fondateurs, les nationalistes camerounais, ont parlé de la réunification, Amadou Ahidjo a proclamé l'unité nationale. On ne peut pas avoir des gens qui se décident un matin à détacher un pays. Lorsqu'on les appelle, ils ne veulent pas s'asseoir. On fait un grand dialogue. Certains ne veulent pas s'asseoir. On les invite, ils refusent. Maintenant, ils veulent poser des conditions par leur affaiblissement. Je crois que le Premier ministre du Cameroun ne respecte pas l'armée du Cameroun qui a protégé ces régions. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit céder à ce genre de jeu. Quel est ce jeu où on a perdu près de 100 000 jeunes militaires de moins de 25 ans qui sont décédés dans ce conflit? Et qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui que le Premier ministre veut être doux à essayer de jouer cette démagogie. Je ne l'accepte pas. En tant qu'opposant camerounais, républicain, un homme politique, je ne supporte pas cela parce que nous avons été un grand dialogue national. Ce n'est pas parce que ceux qui n'ont pas participé au grand dialogue national ne le trouvent pas réel qu'on va recomposer quelque chose. Aujourd'hui au Cameroun, on doit respecter la République.
République. On ne peut pas comprendre que ces gens qui brûlent les hôpitaux, qui tuent, violent, séquestrent, brutalisent les femmes, aujourd'hui se permettent à donner des conditions comme s'ils étaient en position de force. Ce n'est pas normal. Et aujourd'hui au Cameroun, on doit respecter les enfants de la République. Ces jeunes qui sont morts au sud-ouest, au nord-ouest, parce qu'ils allaient protéger la République, qui a été brûlée, séquestrée, condamnée, brutalisée, et qu'aujourd'hui, on nous dise que les sécessionnistes ont dit ceci. Ça veut dire quoi? Lorsque on condamnait les premiers sécessionnistes, on les a dit qu'il n'y avait pas un État ambazonien. Maintenant, aujourd'hui, l'État du Cameroun veut nous dire qu'ils reconnaissent qu'il y a un État ambazonien. Il y a une politique là que je ne comprends pas. Et c'est pourquoi je ne peux pas être de cet avis d'accepter les conditions données par ces gens-là. À vous, Fumon Ngota, je vais me retourner donc vers vous, Président Bandakani. Vous avez donc suivi cette annonce du Premier ministre, qui n'est d'ailleurs pas la première, parce que ce n'est pas la première fois que le Premier ministre annonce que le gouvernement est disposé à ouvrir des négociations avec les sécessionnistes. Mais est-ce que ces préalables qui sont posés par les sécessionnistes ne devraient pas faire l'objet du contenu des négociations? Est-ce que cela doit se poser comme préalable ou bien contenu des négociations? Ce qu'a fait M. Fumon Ngota est très important. Oui. Ça s'appelle cadrer une discussion. Ça s'appelle perspectiver. Oui. Si vous ne le perspectivez pas, vous devenez prisonnier du présentisme. Et le présentisme, c'est quoi dans cette affaire? C'est se contenter du récit propagandiste des sécessionnistes. C'est se contenter des sous-histoires, des histoires rabotées, des histoires truquées, sans profondeur, qui font donc que le débat est faussé et les manipulateurs prospèrent. Et la confusion va prospérer. Donc ce qu'il a fait est très important. Il faut toujours situer cette affaire-là dans sa perspective historique. Et il a rappelé l'histoire. Et c'est son rappel qui est vrai. Le Cameroun n'est pas né en 1916, ni en 1922. Il vous a parlé des Portugais, 1479. Mais déjà à l'époque, on parlait du Cameroun Riva. Ça s'appelait Cameroun Riva. C'est-à-dire, avant même l'arrivée des Allemands, ce pays-là était déjà partiellement constitué avec ce nom-là, Cameroun Riva. Il faut bien comprendre cette affaire. Les Allemands sont arrivés. Et c'est avec les Allemands que l'unité du Cameroun s'est constituée. Avec les tribunaux d'équité, comme on l'appelait à l'époque, le tribunal d'équité. Donc avec un territoire déjà constitué, les Allemands. Et il va s'en suivre l'équipement infrastructurel de ce territoire, à travers le chemin de fer et autres infrastructures que les Allemands ont développées. Ce n'est pas l'initiative de l'Allemagne qui unit le Cameroun, c'est que Mangabel comprend que les Douala n'ont pas d'avenir s'ils ne vont pas chercher le renfort dans l'Interland. Et il va aller nouer des alliances avec les peuples de l'Interland. Voilà le Cameroun qui se constitue. Le Cameroun. Donc, ce n'est pas une affaire de Douala. Non, le traité germano-douala, entre guillemets, dépasse la dimension, ça va. C'est un traité authentiquement national. C'est un traité international. Vous comprenez, mon cher? Donc il faut rappeler ces choses. Quand on convoque cette perspective-là, on est obligé d'appeler par son nom ce qui s'est passé avec les franco-anglais. Voilà comment je les appelle. Les franco-anglais. Voilà, je suis venu encore aujourd'hui avec quelque chose de nouveau. Permettez-moi, comme l'a dit Jamel Mesquil. Oui, allez-y. Les franco-anglais, il faut rappeler par le nom qu'ils méritent l'acte qu'ils ont posé. C'est un crime. Ouais. Ce sont des voleurs. Ils se sont partagés le Cameroun, mon Dieu. Est-ce que les gens comprennent ce que ça veut dire? Ça dit que ils ont voyagé le Cameroun, ils l'ont partagé. Et le Cameroun était un butin de guerre. Oui. Oh, il n'a jamais été un butin de guerre parce qu'il n'a jamais été une colonie là. Je parle devant Jamel qui est juriste. Il n'a jamais été une colonie, donc il ne peut pas être un butin de guerre. On aurait pu comprendre que les franco-anglais, n'est-ce pas, se partageassent, n'est-ce pas, un butin de guerre. Parce que quand on fait une guerre, on peut comprendre ça. Mais le Cameroun n'était pas un butin de guerre. On n'avait pas à partager le Cameroun entre les Anglais et les Franco. Les Franco-Anglais n'avaient pas assez partagé le Cameroun. Je reviendrai sur le mot franco-anglais. Le Cameroun. Donc, comme il a dit, on ne peut pas
sauf se nier son histoire et sa personnalité, on ne peut pas partir de cet acte fondateur maléfique pour fonder une identité historique dans notre pays. Voilà pourquoi les nationalistes, les Oumniobé et les autres, continuateurs d'une tradition qui a commencé avec les Mangabel, et tous les héros dans toutes les régions du pays qui ont dit non en Allemagne, parmi lesquels beaucoup de chefs qui venaient de ces régions dites anglophones, qui ont donné de leur vie pour constituer l'héroïsme historique du peuple camerounais. Oumniobé, continuateur de ce travail-là, est parti à l'ONU à plusieurs fois avec des documents, des traités pour dire, merci à certains diamants, 52 autres, pas seulement une fois, pour dire, voici les faits historiques, voici le droit. Nous n'avons jamais été une colonie. Cette affaire-là, c'est un crime contre le droit international. C'est un crime. Oumniobé l'a démontré magistralement à l'ONU. L'ONU ne lui a apporté aucune réponse argumentée, aucune. Elle ne pouvait pas. Elle n'avait pas les capacités. C'était clair. Donc, il faut rappeler ça. Une fois que vous l'avez rappelé, c'est dans cette perspective donc voilà, nous tendons qu'à la veille, je vous réponds. Qu'à la veille donc des indépendances, l'ONU, incompétent devant le dossier camerounais, dépassé devant le dossier camerounais, parce qu'elle était manipulée par les franco-anglais. J'ai parlé ici du traité Churchill-De Gaulle, manipulée, a baissé les yeux devant le fait colonial français, qui a transformé la tutelle en fait colonial. Et la France a transformé la tutelle en fait colonial, sous le silence des Anglais, parce que Churchill avait dealé avec De Gaulle pour que la France, n'est-ce pas, pillant ses colonies, apporte sa part de contribution à l'effort de guerre. Voilà les faits historiques, mon cher ami. Donc, incompétent devant le cas camerounais, elle a inventé un faux référendum. Elle a été incapable de répondre à la demande, même des soi-disant camerounais anglophones. Elle a inventé un faux référendum truqué. Voulez-vous choisir, voulez-vous devenir Camerounais ou voulez-vous devenir Nigérien? C'était ça la question. Drôle de question. Une question en elle-même libellée de manière criminelle. Et nous avons la crise anglophone. Voilà le fait. Voilà les crises anglophones. Par rapport à cette dynamique qui s'est créée, les Camerounais ont décidé de changer l'histoire. Le président Ahidjo, qui par les méandres que l'histoire seule maîtrise, est devenu président, a été obligé, étant conscient du caractère dangereux de ce contentieux, n'est-ce pas, a entrepris de réunifier le Cameroun, réalisant ainsi une demande historique des UPCistes. Tout à fait. Et je veux le rappeler ici. Ce qui s'est passé en Fouman en 61, l'État fédéral, parce que les gens aiment convoquer ça. L'État fédéral n'a hésité que parce que le projet était d'aller se réunifier après. Ce sont des faits historiques que les gens aiment nier. C'est-à-dire que l'État fédéral, là, le but là, c'est constitué pour aller à la réunification. Alors, il doit faire un hold-up. Non, c'est pas vrai. Au départ, l'État fédéral est né parce qu'il devait aller à la réunification. C'est pour ça que dès 61, les dynamiques d'harmonisation se mettent en place. Au niveau judiciaire, au niveau administratif, même au niveau monétaire. C'est clair. 72 n'est que le couronnement de ce processus qui était la raison d'être de l'État fédéral. Aujourd'hui, on a renversé l'histoire. Donc on a eu cette crise-là. Je voulais simplement rappeler la similarité des conditions historiques, mon cher Bongo, pour vous compreniez donc, pour répondre donc à la question. N'est-ce pas? Vous allez voir qu'à la veille des indépendances, alors qu'on nous avait déjà imposé les accords secrets de coopération, De Gaulle crée l'État du Cameroun par décret. Je crois qu'on est en 67, 57. Par décret. C'était les gens entendus avec Churchill. Vous voyez voir que donc, on affaiblit le patriotisme camerounais, on liquide les patriotes camerounais, et qu'est-ce qu'on fait? Nous allons à l'indépendance avec un caillou dans la chaussure. Pas les Bamileke, mais ce caillou-ci. Non, il s'appelle. Je vous titille simplement. Ce voyou colonel, l'embêton là. Oui. Un voyou qui raconte les histoires. Donc voilà, il raconte les histoires. Donc, avec un caillou qui est terrible, cette affaire que l'ONU nous donne en héritage. Regardez bien, faites le parallèle. On est en 2020. Du moins 2016 déjà, si on parle au début de la crise. Déjà avant ça, vous avez en 2010 la fin des accords secrets de coopération. C'était 50 ans. Terminé. Faites le parallèle, vous allez comprendre. Donc, alors que les accords secrets de coopération se sont épuisés,
De manière juridique, c'est terminé. Il est question qu'on le renouvelle ou pas. Et là, non, le renouvellement signifie l'émancipation des peuples africains et des États africains. Vous ne comprenez pas que les mêmes gens qui ont réchauffé l'affaire hier remettent ça à l'ordre du jour? Est-ce par hasard que tout ce qui est derrière comme soutien à ce mouvement est aux États-Unis? Est-ce un hasard? Ils ont une protection du jamais vu. Ce n'est pas un affaire hasard. Faites le lien entre la fin des accords secrets de coopération et la mise en orbite du mouvement dit anglo. Vous allez comprendre. Donc, l'État camerounais, donc, on lui a reproché d'avoir fait des erreurs au départ. Ceux qui lui font ce reproche à vie, c'est leur droit le plus absolu. Ce qui m'intéresse, c'est que, bon, si erreur il y a eu, mais on a très vite vu que immédiatement cet État s'est rattrapé. Je dis bien si erreur il y a eu. Il a ouvert la voie au dialogue. Il dialogue depuis que la crise a commencé. Depuis 2016, il y a dialogue. Il y a eu des rencontres entre, n'est-ce pas, les représentants, les interlocuteurs liés aux revendications corporatistes. Il y a eu dialogue. Le dialogue a débouché sur les fameux 11 points, je crois. Le gouvernement avait cédé, mais après, on a mis sur la table la question du fédéralisme. Et qui a mis sur la table? Ce sont ces ambazoniens qui ont fait pression, n'est-ce pas, sur les interlocuteurs corporatifs. Ils ont fait pression pour qu'ils mettent ça sur la table. Le gouvernement a quitté la table de négociation. Mais après, une dynamique s'est mise en place au niveau de l'État, à travers des actes clairs, un ensemble de mesures qui ont été prises. Si on pisse dessus, si on fait comme si ce n'est pas zéro. Des concessions pour que les gens comprennent bien qu'il a fallu que l'État fasse amende honorable pour reconnaître. Donc on va dire un certain nombre de concessions. Je ne parle pas au nom de l'État ici. Oui, je ne sais pas si vous appelez ça amende honorable. Moi je parle pour la gouverne des très bien. Il a pris des mesures. Très bien, oui. Il a recruté en urgence des instituteurs pour combler le déficit. Une section common law, etc. Une section common law, tout ça. Oui. Il y a eu le grand dialogue. Oui. Le grand dialogue qui était demandé avec insistance par ce que vous appelez partenaires du Cameroun. Tout à fait, oui. Il y a eu le grand dialogue qui a pris des résolutions. Depuis, l'État du Cameroun essaie d'appliquer ces résolutions. Moi, j'ai une seule question dans cette affaire, quand on parle de cette affaire. Oui. Citez-moi une seule concession des ambazoniens. D'accord. Je termine. Oui. Je comprends que c'est une question rhétorique, mais puisqu'il faut qu'on avance. Ça fait le plus que demande ça. Personne ne m'a jamais donné une seule concession des ambazoniens. Bon, maintenant, pour terminer, donc, leurs conditions là maintenant, ouvrez bien les yeux. Et ce n'est pas le fait du hasard. J'observe, moi je peux me qualifier ça de défaite, de retournement de veste. J'observe que là maintenant, quand vous voyez les conditions, c'est le feu. Casernement des militaires, casernement, on parle français, cadre de dialogue hors du Cameroun, sans médiation internationale, amnistie générale. Vous voyez donc, on ne parle plus de sécession ici, non? Vous ne voyez pas, vous ne voulez pas bien, lisez encore les conditions. C'est le préalable, il faut ça comme préalable. Avant ce préalable-là, commencez d'abord par la précision que c'est un État ambazonien qui parle, que c'est l'État ambazonien qui parle. Là maintenant, là. Donc ça veut dire qu'ils ont mis un peu de vin, un peu d'eau dans leur vin. Je l'apprécie bien, je vois ce qu'ils ont mis comme condition. Et ce n'est pas le fait du hasard. Donc à partir du moment où eux-mêmes reconnaissent que c'était une idée farfelue et que c'était un crime contre le Cameroun, et que maintenant il faut commencer, quand on parle de dialogue, par poser des préalables qu'on peut même lire. Parce qu'il y a le préalable, on ne lit même pas. Bon, là maintenant on peut lire parce qu'ils ne parlent plus de leur chimère d'État ambazonien là. C'est le feu. Casernement des militaires, cadre de dialogue hors du Cameroun sur médiation internationale, amnistie générale. Bon, c'est des choses qu'on peut lire. Pour l'instant du modèle là, on peut lire. Docteur Yam Timba, merci d'être resté avec nous. C'est donc un sujet éminemment sur le Cameroun. Lorsque vous voyez donc ces préalables des ambazoniens, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que cela devrait rentrer dans le corpus de la négociation avec le gouvernement? Est-ce que cette surenchère-là, à votre avis, de votre poste d'observation, vise simplement à demander le maximum pour espérer recevoir le minimum? C'est quoi Ambazonie? Entre guillemets. C'est quoi? L'état virtuel d'Ambazonie. Imaginaire. L'état virtuel imaginaire. On vit dans le monde réel. Oui. Il ne faut pas du tout que les gens se mettent... En fait, il ne faut pas ne pas savoir dans quoi on vit. Oui. Si on vit dans le réel ou l'imaginaire, si on vit dans l'imaginaire, nous on vit dans le monde réel, on ne parle pas avec des choses imaginaires. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être pour métier de croire à des choses qui n'existent pas. À ce moment-là, nous, on ne vit pas sur la même planète. Nous vivons sur une planète où il y a des choses précises qu'on appelle des faits. Mais il y a des faits. Une partie des jeunes Camerounais ont pris les armes contre la mère patrie en disant que nous revendiquons aujourd'hui la création d'un État
qui aujourd'hui reste virtuelle, l'Ambazonie. Donc c'est un fait quand même. La guerre au nord-ouest et au sud-ouest. J'ai toujours trouvé cela extrêmement drôle. Oui. Parce que quand il y avait le conflit à Bakassi, ce n'était pas des jeunes gens. C'est pas l'Ambazonie qui défendait le Bakassi. Je n'en ai jamais entendu parler à cette époque. Et je n'en ai jamais entendu parler à cette époque. Et je me souviens que des jeunes gens qui se sont battus dans cette région venaient de Mora, venaient de Yokadouma, ils venaient de Makondo, ils venaient de Chang, ils venaient de Meyomesala, ils venaient de Menganga, de Figil, etc. Ouais. Et ils venaient également de Bamenda, de Manfé, etc. Je me souviens que c'est tous les Camerounais qui... enfin, ce que nous on sait être les Camerounais qui existent, là on est sur les faits, qui ont défendu leur pays. Et il ne s'agissait pas de quelques personnes. À partir de là, une discussion qui va porter sur certains qui, par, je ne sais pas, un rêve qu'ils auraient fait, ou je sais pas, un délire qui serait né parce qu'il y a eu un problème psychologique peut-être, qui décide que tous ces gars qui eux ils sont morts avant pour défendre le Cameroun en fait ne valaient rien, c'était pas un effort national. Docteur Yam, je réponds à votre question. Oui, je sais, nous parlons pour la gouverne de nos téléspectateurs. Est-ce que vous voulez dire que le Premier ministre lui-même s'est trompé quand il dit que le président m'a envoyé vous dire qu'on peut discuter de tout hormis de la séparation et de la sécession? Non, le Premier ministre n'a pas tort. Ce que le Premier ministre dit, il faut... Ah oui, mais je vois peut-être le sens de votre question. C'est ça, parce que vous dites que... La question, ce que le Premier ministre signifie, en tout cas quand on décrypte le politique, ce que le Premier ministre dit, c'est écoutez, nous sommes dans un État où le président de la République écoute tout le monde. Tous ceux qui ont des revendications, le président de la République les écoute. Voilà pourquoi il dit, nous pouvons parler de tout, mais vous avez certains types de revendications qui seraient des revendications de gens qui ne sont pas camerounais. Si vous n'êtes pas camerounais, vous ne parlez pas au Cameroun. Vous ne venez pas vous occuper des affaires du Cameroun. Mais si vous avez des revendications de Camerounais, le président de la République m'a demandé de vous écouter. Je crois que c'est ce que le Premier ministre a voulu dire à tout le monde. Ça peut être, c'est votre interprétation, ça peut être l'une des interprétations de ce message. Moi, je ne sais pas si c'est une autre interprétation, mais je crois que quand le Premier ministre a voulu expliquer, c'est ce qu'il a dit. Mais en tout cas, les Ambazoniens dont vous ne voulez pas entendre parler ont compris que l'État ouvrait une porte, que le gouvernement de Yaoundé ouvrait une porte. Et donc leur leader autoproclamé a fait donc une liste de préalables qu'il a présentée. Je crois qu'il y a deux ou trois petites choses que les gens doivent comprendre. Oui. La première chose, c'est que l'État du Cameroun n'est pas en négociation avec un autre État, parce qu'il n'y a pas un autre État. Première chose. La deuxième chose, les questions relatives à la sécession ou des choses de ce genre, ça n'existe pas. Ça, je veux dire, le Cameroun ne peut pas se permettre aujourd'hui de commencer à discuter de sécession. Mais je vais vous expliquer ce que je pense réellement de ce qui est arrivé. Je crois qu'il y a eu... On a commencé une présentation de l'histoire et j'ai comme le sentiment que les gens ont tendance à oublier que l'ONU l'a fait exprès. Ils l'ont fait exprès. De toute façon, il s'agissait de Noirs, donc... Ils ont fait exprès de quoi? Ils ont fait exprès de ne pas régler le problème tel que Oumyové leur disait de régler le problème. C'était la seule façon. Avant il fallait l'indépendance. Exactement. Parce que quand ils arrivent en 1916, il n'y a pas deux États ici. Il n'y a pas deux régions, il n'y a pas deux langues. Il y a des gens qui se sont... Il y a un protectorat allemand qui s'est constitué et tout ce monde-là vivait sous le même chapeau, dans le même territoire. Et Oumyové leur dit, avant qu'on devienne indépendant, réglez cela, qu'on se réunisse à nouveau. Et lorsqu'on se sera réunis, l'indépendance sera donnée à une seule entité. C'est ça. Il s'est trouvé que l'ONU, pour des raisons qui étaient connues à l'époque, à savoir la richesse de ce pays-là, a laissé ce problème-là en se disant c'est la meilleure façon qu'on aura de les tenir. À chaque fois, ils seront obligés de revenir vers nous tant qu'ils ne seront pas assez matures pour ne pas faire le genre de revendication que j'entends là. Nous serons toujours présents et nous gagnerons quelque chose. Parce qu'il faut bien que les gens comprennent. Hein. Ils ont l'impression que quand on dit fonctionnaire de l'ONU, c'est un ange qui est descendu du ciel. Non, c'est des gars
qui répercutent des choses qui sont étudiées dans des officines qui leur disent voici les projections de nos pays qui contrôlent l'ONU. Voici ce que nous voulons. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut comprendre deux choses. Un État pose des préalables ou pose des conditions préalables à un autre État. Des citoyens ne posent pas de conditions à leur État. Ils discutent avec leur État. Si vous êtes des Camerounais, vous venez, vous vous asseyez, vous discutez avec votre État. Si vous estimez que ceux qui dirigent le pays n'ont pas la capacité de le diriger comme vous l'entendez, vous allez aux élections et vous les battez. Si vous contrôlez tant les populations d'une région, vous allez aux élections, vous gagnez tous les sièges qui sont en jeu dans cette région-là et vous avez le pouvoir politique pour peser au niveau des institutions pour apporter ou faire implémenter un certain nombre de changements. Si vous n'êtes pas Camerounais, alors vous posez des préalables à l'État du Cameroun, mais ça pose un problème. Et c'est le problème auquel vous, qui n'êtes pas Camerounais, vous êtes confrontés. Vous n'êtes pas Camerounais, pourquoi venez-vous parler de l'État? Vous venez parler de l'État du Cameroun. Ça vous concerne en quoi? Donc en réalité, vous avez, les gens ne se rendent pas compte des pièges qu'ils posent eux-mêmes pour eux-mêmes. Si vous n'êtes pas Camerounais, vous ne parlez pas des problèmes du Cameroun. Un Chinois de Shanghai ne va pas se lever et venir dire qu'il veut une partie du nord ou du sud ou de l'est ou de l'ouest du centre du Cameroun. Si vous êtes Camerounais, vous venez, vous parlez avec votre État, vous allez aux élections, vous essayez de conquérir le pouvoir et de transformer le pays. Permettez-moi de dire cette dernière phrase. Oui, allez-y. Je crois que il faut pas être ingrat. Il ne faut pas être ingrat. Nous avons le droit de critiquer le pays, ceux qui dirigent notre pays, parce qu'ils ne font pas forcément au mieux les choses telles qu'on les attend. Mais il ne faut pas être ingrat. Je peux vous rassurer que le problème de Bakassi a retardé le développement de notre pays d'au moins une décennie. Il faut savoir que c'est un effort colossal qui a été fait par notre pays et à la décharge du régime. Beaucoup de choses qu'on peut lui reprocher aujourd'hui et pour lesquelles les dirigeants de ce pays en prennent plein la gueule n'ont pas pu être faites à cause de ce problème-là. Vous avez les problèmes de décentralisation, vous avez les problèmes de régionalisation, vous avez beaucoup de problèmes comme ça qu'il aurait été difficile d'implémenter à cause de cette situation-là. Et que des gens dont les familles ont été protégées, les patrimoines ont été protégés, l'histoire a été protégée grâce à un effort des 10 régions du Cameroun, se lèvent aujourd'hui pour venir nous dire que ce que vous avez fait pendant plus de 20 ans, nous on s'en fout, on veut je ne sais pas trop quoi, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et j'aimerais bien que tous ces gens-là qui veulent parler des problèmes du Cameroun viennent et me présentent d'abord le préalable. D'ailleurs c'est le gouvernement qui devrait avoir un préalable. Et le seul préalable valable que moi je suggérerais au gouvernement, ce serait de dire voici la salle de négociation. Tous ceux qui veulent y entrer, posez votre passeport camerounais à l'entrée. Votre carte nationale d'identité de Camerounais, posez-la à l'entrée. C'est bien compris. Vous êtes sur Universal News TV. Président Badakani, véritable star de cette émission, nous allons donc sortir par vous. Comme d'habitude. Est-ce que finalement ce n'est pas un mauvais procès qu'on fait contre les médias dans cette affaire, dans cette crise anglophone? Il n'y a pas de mauvais procès contre les médias. Vous méritez ce procès. En dehors de quelques médias qui se démarquent, ils sont très peu. Évidemment, vous voyez que je veux mettre Afrique Média à part. Non mais c'est clair, ne me regardez pas. Afrique Média, c'est notre enfant. Vous savez très bien que vous ne parlez pas pour moi. Très bien. Voilà. Vous savez très bien que vous parlez pour les spectateurs d'Afrique Média. Afrique Média, c'est notre enfant. Oui. Et il s'est imposé, il s'est démarqué. Mais mauvais procès, vous dites que ce n'est pas un mauvais procès, c'est donc un bon procès. Configuration Quelles sont médiatique. les pièces à charge? Oui, les pièces à charge, là, vous les connaissez mieux que moi. Vous êtes un vieux routier de la presse camerounaise. Ce que je vais dire, Oui. vous connaissez mieux que moi. Oui. La presse camerounaise est majoritairement corrompue. À l'image de la société entière. Non, c'est plus grave. Parce qu'elle a une position où la corruption n'est pas permise. Elle dit sa position. Si la presse revendique le rôle qu'elle est censée jouer avec autant de vigueur, il y a des choses qu'elle ne peut pas se permettre. Or, la presse camerounaise a un problème, c'est parce que les patrons de presse et certains journalistes
ont des complexes pas possibles. Vous avez un journaliste, aller aux États-Unis, c'est aller au paradis. Vous êtes un peu dur. Vous êtes un peu dur, c'est mon sentiment. Vous allez dire que je prêche peut-être pour ma chapelle, vous allez dire peut-être que je prêche pour ma chapelle, mais on a très bien vu sur les questions d'intérêt national, la lutte contre Boko Haram, on a quand même vu la presse presque tout entière derrière le gouvernement, derrière les forces de défense, on a vu l'affaire Bakassi, etc. Vous ne pouvez pas quand même dire ça de la presse. Je savais qu'il y avait... Même s'il y a quelques bébés galeuses. Je savais qu'il y avait un excellent avocat de la presse à mes côtés, je peux comprendre ça. Évidemment que je ne peux pas faire comme si vous n'êtes pas là. Mais vous n'allez pas nier aussi. Quand on regarde le comportement de la presse au Cameroun en général, dans la crise anglophone, on peut se poser des questions. En l'appelant là, il a raison. On peut se poser des questions. On a même vu ça au monde. On a même vu ça au monde. Et la raison n'est pas compliquée. On sait pourquoi. Moi, je suis au Bongo, vous le savez. Je suis quelqu'un qui a accompagné l'émergence de la presse au Cameroun. À ses risques et périls d'ailleurs. Donc je suis bien placé pour rappeler certaines choses. Je connais très bien la configuration de la presse camerounaise. Donc, de toutes les façons, on ne fait pas le procès de la presse. Tout à fait. Elle a été, plateau d'Afrique. Voilà, elle a été instrumentalisée par certains lobbies. Oui. C'est ça qui amène les gens à poser des questions. D'où certaines allégeances éditoriales qui sont problématiques. Ouais, je vous ai respecté un peu. Donc pour dire quoi? Quand j'ai fini de dire ça, c'est pour dire que tout à l'heure, j'ai été interpellé par mon ami Jean-Claude qui se fait appeler Paul. Moi, je n'ai pas recadré un panéliste de la dimension du docteur Yam. De toutes les façons, qui est libre de ses convictions et de ses propos. Pour faire plaisir à quelqu'un, parce que d'ailleurs, il dit la vérité, et deuxièmement, mais c'est vous qui n'êtes pas dans la vérité, mon cher Jean-Claude. Avec toute l'estime que j'ai pour vous, je vais toujours passer mon temps à vous le dire. Ne me fatiguerez pas. Vous voulez justifier votre allégeance à l'étranger. Vous voulez justifier le fait que vous accompagnez un mouvement qu'on ne peut pas soutenir, qui n'a aucune légitimité pour quelque raison que ce soit. Vous l'accompagnez, vous voulez justifier ça en disant qu'on a frotté les retraités. Vous avez déjà vu ça où? Vous croyez que c'est parce que M. Macron a massacré les gilets jaunes que vous allez entendre un seul citoyen français, un seul homme politique français cautionner qu'on brûle les ambassades françaises à l'étranger, ou bien cautionner que la Russie vient se mêler dans les affaires de la France? Mais pourtant, c'est payer votre référence. Ne confondons pas les choses. Vous passez le temps à vouloir justifier l'impérialisme dans votre pays, à qui vous avez fait allégeance en convoquant la gouvernance. Mais un monsieur intelligent comme vous, Jean-Claude, vous êtes intelligent, je vous connais. Vous n'avez pas encore compris les enjeux qu'il y a autour du mot gouvernance? Mais alors allons-y très loin. Mais justifiez aussi l'esclavage par la mauvaise gouvernance de l'époque. Justifiez la colonisation par la mauvaise gouvernance. Alors justifions tout. Par cela, non. Il n'y a aucun pays au monde qui est bien géré de manière parfaite. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Est-ce que pour autant on peut justifier qu'on mette son pays sur tutelle étrangère en convoquant des histoires que non, il est mal gouverné, il est machin comme ça? C'est à vous qu'on doit apprendre qu'il n'y a pas de gouvernance dans une néocolonie? Vous parlez de quoi? Une néocolonie a vocation à être mal gouvernée. Revendiquer une bonne gouvernance dans une néocolonie, ce n'est rien, c'est ne avoir rien compris dans l'histoire. Une néocolonie ne peut pas être bien gouvernée. Voilà pourquoi moi je ne fais pas les débats de gouvernance. Et voilà pourquoi, Président Bandakani, je vous demande simplement d'argumenter et ne donnez pas le sentiment que vous répondez à un téléspectateur. Non, c'est mon ami. Parce que ce n'est pas un ping-pong. Non, c'est mon ami en passant. Surtout qu'on ne lui donnera pas la possibilité de rebondir. Non, il est mon ami. J'ai bien compris. Donc, en passant, je voulais le rassurer. La condition des retraités s'est améliorée au Cameroun. Oui. Sérieusement, allez les consulter, ils vont vous le dire. Donc, pour dire quoi? Quand j'ai fini ça, je dirais à ma soeur Corinne, qui m'a aussi interpellé, elle a convoqué David et la guerre en convoquant les récits bibliques. On peut aller aussi plus loin. Il faut convoquer aussi la figure de Christ qui disait de pardonner à ses ennemis. Tout à fait. Donc elle peut jouer sur ces deux tableaux et elle va se retrouver sans problème. Mon cher Bongo, les gens qui accusent le gouvernement camerounais de violer les droits de l'homme, de tuer, d'être une dictature féroce et tout, les mêmes gens-là, ils croient vraiment aux droits de l'homme et à la démocratie et ils ferment les yeux sur les crimes ambazoniens. Quel est le sort que les ambazoniens réservent dans ces deux régions à ceux qui ne sont pas d'accord avec eux? Moi, je pose la question. Le gouvernement camerounais au moins arrête M. Ayoub Taber, l'enferme et le nourrit, il est gros. Il paraît que là-bas, il fait les anniversaires.
Mais ce monsieur n'a jamais été aussi heureux qu'en prison. Je suis désolé. C'est pas une bonne chose d'être en prison. Je sais quand même que vous forcez un peu le trait. Oui, bien sûr. Être heureux en prison. Je fais exprès. J'ai compris que c'est l'ironie. Je fais exprès. J'ai compris. Je connais que j'ai fait la prison à plusieurs reprises. Je suis bien placé pour savoir ce que Djamena a avec eux. Mais j'ai dit, ce monsieur Ayou Tabé là, il est à l'aise là-bas. Tu veux le dire, hein? Ça dit que la manière dont il est traité. Mais quand les abandonnés attrapent quelqu'un qui passe la coupe, ils coupent la tête, bon Dieu. Ils émasculent la personne, bon Dieu. Ils brûlent sa maison. Monsieur Ayou Tabé est vivant. Beaucoup d'ambazoniens qui ont été arrêtés par l'État du Cameroun sont vivants. Mais est-ce que reconnaître ça, c'est trop demander à ceux qui sont d'accord avec l'État du Cameroun? Il n'y a qu'un respect des droits de l'homme et de la démocratie en Ambazonie. Il n'y a qu'un respect. Et vous faites la promotion d'une pareille aventure. Vous-même, vous avez dit qu'on ne peut pas mettre l'État du Cameroun. Non, il faut rappeler ça. Il faut rappeler ça. Quand j'ai dit ça, des groupes. J'ajoute. Bon, quelle est votre logique plus loin? Ça dit qu'on ne peut pas mettre l'État du Cameroun au même pied d'égalité que ces groupes-là. Donc, c'est connu, non? Voilà, donc les exigences qui s'imposent à un gouvernement central comme celui de Yaoundé peuvent peut-être échapper à... Oui, mais vous avez compris. On est bien d'accord. Vous avez bien compris. Mais c'est un État. C'est un État. Il est garant pas seulement de ma sécurité et de la vôtre, mais il est garant de nos relations avec ce que vous appelez partenaires. C'est ça. Il est garant de nos relations avec la galaxie dite internationale. Mais les gens savent de quoi est-ce qu'ils parlent? Vous connaissez les engagements que l'État du Cameroun doit gérer? Malgré le contexte mafieux du système dit international, un contexte criminel, impérialiste, satanique même à la limite, il faut gérer tout ça. Donc un pareil État a des exigences qui ne s'imposent pas à des aventuriers qui se sont autoproclamés détenteurs des propriétés d'un État imaginaire qu'on appelle l'Ambazonie, mais qui n'est réel que parce qu'ils vont brader les ressources réelles, justement, du Cameroun. Il y a faux là-bas, Isaïe de faux, mon cher Célestin Jamin, toi qui es juriste. Donc, pour dire quoi? Pour dire que les choses doivent être claires, mon cher ami. Tout à l'heure, quelqu'un nous a interpellé sur le rôle que peuvent jouer certaines forces internes au régime de Yaoundé qui, de près ou de loin, profiteraient, soutiendraient, organiseraient, n'est-ce pas, de près ou de loin, l'Amazonie. En tout cas, peuvent profiter de cette crise, ou profitent de cette crise. Il faut le dire. Mais avant, tout à l'heure, je demandais quelle est la place que les Ambazoniens donnent à Bakassi dans leur territoire. On leur donne Cameroun. Vous allez voir qu'ils ne répondent jamais à cette question. Je pose ça ici tous les jours. Bakassi, là, c'est dans l'Ambazonie aussi. Si c'est à l'intérieur, vous n'avez rien à dire quand le docteur Yann parle de ça. Vous n'avez rien à dire. Le Northern Cameroun, pourquoi vous n'en parlez jamais? C'est aussi un territoire du Cameroun. Bon, où est le Northern Cameroun? Les gens demandent le Southern Cameroun. Ils ne parlent pas du Northern Cameroun. Mais tout ça, ça montre à quoi on a affaire. C'est une aventure qu'il ne faut même pas dire. C'est pas défendable. C'est de la mafia. C'est du mercenariat. Ce sont des faussaires. Ce sont des criminels. Ils jouent avec le Cameroun. Ils jouent avec le feu. Donc, la question de l'implication de supposer de certains barons du régime, ou des forces sociopolitiques internes au régime, mais c'est clair. C'est clair. Djamena a soulevé des raisons domestiques fondamentales. La consommation des budgets. Avec tout ce que cela entoure en termes de distraction des fonds publics, de détournement et de pillage. Moi j'appelle ça l'endocolonat. Très peu de gens ont en parlé, en parlent comme nous on en parle tous les jours dans nos propos. Pour ceux qui me rappellent qu'on le dit rien du gouvernement, nous sommes les premiers à avoir mis sur la table ici l'endocolonat comme concept. Regroupant les comportements honteux et criminels des forces intérieures. On l'a dit. On parle peut-être tous les jours pour faire plaisir à des gens qui veulent nous imposer leur musique. Donc, quand on dit ça veut dire que les factions de la bourgeoisie nationale camerounaise, bourgeoisie endocoloniale et néocoloniale dans ses fondements, dans ces factions ethno-régionalistes se livrent une bataille, 1, pour le contrôle du pouvoir, 2, pour conforter des positions de pouvoir. Ils se livrent des batailles. Et chaque faction de cette bourgeoisie a un récit de sa présence au sein de l'appareil d'État. L'élite anglophone a toujours, pour les batailles liées à l'obtention du poste de Premier ministre, a toujours manœuvré, n'est-ce pas, autour même de ce récit, d'une spécificité anglophone, mais mise au service de l'élite anglophone, qui pense seulement à manger. Je dis manger et bouffer. Donc ça aussi, ça d'une certaine façon, alimenter ce qui est arrivé aujourd'hui. Et ces gens-là sont au pouvoir à Yaoundé. Il faut le dire. Maintenant, il y a ceux qui
se battent pour la succession du président et qui sont allés faire des alliances à l'étranger et qui ont estimé qu'un des alliés sûrs aujourd'hui, c'est Washington. Donc si tu es lié à Washington, tu es sûr de prendre le pouvoir. Et il y en a qui ont été ministres à Yaoundé, il y en a qui y sont encore. Et il y a des barons qui font des alliances étrangères, qui sont prêts à donner tout à la France, par exemple. Est-ce que pour faire donc échec à toutes ces tentatives des deux côtés, est-ce que le pouvoir central n'a pas aujourd'hui besoin de pousser très loin, plus loin encore qu'aujourd'hui, la logique du dialogue et de la négociation? C'est pour ça que vous avez tout à l'heure, oui, cela. Votre génie journaliste tout à l'heure vous a amené à mettre sur la table la question des modérés et des sécurocrates. Oui. Quand une guerre commence, une bataille commence, il est difficile pour le chef d'État. Là, on est obligé de l'approfondir un peu. Oui. Là, on va très rapidement. J'ai terminé. Très rapidement. Donc, quand c'est comme ça au début, le chef d'un État peut souvent laisser faire les sécurocrates. Parce que d'abord, il faut préserver l'essentiel à un moment donné. Donc maintenant, c'est maintenant aux forces sociales politiques, comme nous, une vraie société civile, c'est à elle de comprendre que dans l'affaire-ci, il ne faut pas jouer le jeu des sécurocrates, d'élever le débat à un certain niveau pour donner la force au président de pouvoir agir. Non, de basculer du côté des modérés. C'est ça, oui. Alors Dieu merci, nous commençons à arriver au Cameroun. Oui, justement, je ne vais pas les appeler modérés, les hommes sérieux. Hein? Les forces qui aiment le Cameroun sont en train de reprendre, de marginaliser au sein de l'appareil d'État les sécurocrates. Et nous, on doit encourager ça. C'est pour ça que nous sommes là. Il faut encourager ça. Je termine en disant, pour reprendre à mon compte ce qu'a dit Luc Michel. Et là, je le dis de façon solennelle. Je dis aussi depuis 10 ans. Oui. Les Américains peuvent rêver comme ils veulent. Qu'on nous comprenne bien. Les Américains ne sont pas capables de démembrer le Cameroun. Je le redis à mon vision. Les Américains, là, ils ne sont pas capables de démembrer le Cameroun. Ce n'est pas à leur niveau. Et ils se sont butés le nez. Comme la France elle-même bien a compris. Pourquoi? Parce que le Cameroun, c'est un pays très fort. J'ai dit ici, aucune force au monde, j'ai toujours pris ça sur moi, aucune force au monde ne peut déstabiliser le Cameroun. Pas un petit pays comme les Américains. D'accord. C'est donc sur ces mots. Vous êtes sur Universal News TV. Son Excellence Stéphane Dopagne s'en va, l'ambassadeur du Royaume de Belgique, arrivé en fin de mission au Cameroun, était reçu en audience ce mercredi par le président de la République, Son Excellence Paul Biya. Au menu des échanges entre les deux personnalités, le bilan et les nouvelles perspectives de la coopération entre Bruxelles et Yaoundé, une coopération qui s'étend à des domaines aussi variés que l'éducation, le transport aérien ou encore l'économie. Reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Modzo. Émotion fort compréhensible sur le visage de son Excellence Stéphane Dopagne, ambassadeur du Royaume de Belgique arrivé au terme de sa mission en terre camerounaise. Comme l'exigent les usages, il a souhaité venir faire ses adieux au président de la République Paul Biya. Vœu exaucé ce mercredi 15 juillet 2020. Accueilli à sa descente de voiture par le chef du protocole d'État Simon-Pierre Bikele, son Excellence Dopagne retrouve par la suite au perron le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vondoayolo, qui va se charger de le conduire auprès du président Biya. Dans une atmosphère très détendue, les deux personnalités vont se parler sans témoin pendant plus d'une heure. Et c'est le diplomate belge qui va lui-même réserver à la presse la primeur de ses échanges avec le président Biya. Cet entretien a permis de passer en revue les avancées qui ont été enregistrées dans nos relations bilatérales au cours de mon mandat, que ce soit au niveau politique avec des entretiens fréquents entre nos autorités, que ce soit au niveau de la coopération, la Belgique essayant dans la mesure de ses moyens d'assister la population camerounaise, et ce sera d'autant plus important dans les années à venir que la crise de Covid a entraîné également une crise économique. Aussi, troisième plan, le plan des développements des relations économiques. Je suis revenu sur les chantiers réalisés ou en cours de réalisation par des entreprises belges ici, sur le beau développement de nos relations commerciales avec des exportations belges vers le Cameroun, mais également des importations, des exportations camerounaises vers la Belgique qui ont été en croissance ces dernières années. Et enfin, sur le développement des échanges humains entre nos pays. Ce sera aussi l'occasion pour lui de ressasser quelques souvenirs du temps passé en terre camerounaise depuis le 9 novembre 2016,
date de présentation de ces lettres de créance au chef de l'État. Plusieurs très bons et excellents souvenirs, mais le premier qui me vient à l'esprit, c'est évidemment l'accueil dont le Cameroun, dont sa population et dont ses dirigeants ont toujours fait preuve à mon égard. J'ai toujours pu être reçu sans délai lorsque je demandais une audience. Certaines audiences m'ont été proposées aussi, donc c'était un échange, des échanges réciproques. J'ai découvert aussi un pays qui avait un niveau de développement important, beaucoup d'atouts au niveau africain. Moi, je venais d'autres pays, j'avais été en poste dans d'autres pays africains qui n'avaient pas ces atouts et en tout cas qui n'étaient pas au niveau de développement atteint par le Cameroun à l'heure actuelle. Avec la satisfaction du devoir bien accompli, mais dans le même temps, le regret de quitter des amis, l'ambassadeur belge, arrivé au terme de sa mission, va quitter le palais de l'Unité et bientôt le Cameroun. Hier mardi déjà, c'était le tour de l'ambassadeur des États-Unis, également en fin de séjour, de dire au revoir au chef de l'État, son Excellence Paul Biya et son hôte du jour, son Excellence Peter Henry Barlerin, qui se sont réjouis ensemble de l'excellence des liens de coopération qui unissent Washington et Yaoundé. Yves-Marc Moudzo était hier également au Palais de l'Unité. C'était un vendredi, le 22 décembre 2017. Son Excellence, Henry Peter Barlerin franchissait pour la première fois les grilles du Palais de l'Unité pour prendre les rênes de la représentation diplomatique des États-Unis d'Amérique dans notre pays. Depuis lors, 31 mois se sont écoulés. 31 mois au cours desquels l'ambassadeur sortant des États-Unis au Cameroun s'est employé à sa manière à donner une nouvelle trajectoire à l'axe Yaoundé-Washington. 31 mois pendant lesquels il a pu se frotter à la réalité camerounaise dans toute sa complexité et se faire dans le même temps une meilleure idée de ses dirigeants. Comme à l'accoutumée, c'est donc en toute cordialité que le président de la République, Paul Biya, accepte de le recevoir ce mardi 14 juillet 2020 pour une audience d'adieu. Pendant une soixantaine de minutes, le chef de l'État et son hôte vont revisiter les différents axes de la coopération entre le Cameroun et les États-Unis d'Amérique. Des entretiens au cours desquels le concours déterminant du pays de l'oncle Sam dans l'accompagnement des politiques de santé publique au Cameroun sera mis en exergue. Le Cameroun et les États-Unis, surtout dans le domaine de la santé, l'aspect sanitaire, la lutte contre le VIH-Sida, le pays à ce que les ressources continuent, les flux continuent vers la lutte contre le VIH-Sida. Ces ultimes entretiens entre le chef de l'État et son hôte, qui débouchent sur la remise d'un cadeau souvenir aux diplomates américains, offriront l'opportunité à son Excellence Barlerin d'égrener quelques souvenirs du Cameroun qu'il s'apprête à quitter. Moi, j'adore le pays, les paysages et surtout les Camerounais, les Camerounaises ordinaires. À son arrivée en 2017, Henry Peter Barlerin est arrivé avec une certaine idée du Cameroun. Assurément, il en repartira avec une autre. Son Excellence Peter Henry Barlerin, qui repart de Yaoundé, est effectivement élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre national de la valeur. Au nom du président de la République, la distinction lui était remise hier soir au cours d'un dîner d'État présidé par le ministre des Relations extérieures, son Excellence le jeune Belambela, et c'était en présence de plusieurs autres membres du gouvernement. Le compte rendu, William Badi. Une distinction honorifique bien méritée pour l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique, arrivé en fin de séjour au Cameroun. Au nom du président de la République, le ministre Mbela décerne à son Excellence Henry Peter Barlerin la médaille de grand officier de l'Ordre national de la valeur. Durant son séjour au Cameroun, le diplomate américain aura contribué au renforcement de l'axe Washington-Yaoundé dans plusieurs domaines. Au plan sécuritaire, par exemple, l'armée camerounaise bénéficie de la logistique américaine dans la lutte contre la secte terroriste Boko Haram dans la région de l'extrême nord, y compris les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La lutte contre le paludisme et le VIH-Sida connaissent également une forte contribution du pays de l'oncle Sam au Cameroun. À travers ce dîner d'État, le Cameroun et les États-Unis d'Amérique renforcent leurs liens d'amitié et de coopération historique, toujours au beau fixe. Pour le président Banda Kani, aucune force au monde ne peut déstabiliser le Cameroun.
S'agissant de la crise anglophone, le gouvernement camerounais reste ouvert à toutes les suggestions en même temps qu'il invite les séparatistes à déposer les armes. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a l'obligation de trouver un autre dauphin avant le prochain scrutin présidentiel. Ici, Jean-Philippe, correspondant permanent pour Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.